Notre invitée du jour de Matin Première est la dirigeante de Littérature, Roxane Yapp. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé il y a quelques mois un concept de librairie, on va dire moins poussiéreuse, plus tendance, qui allie l'espace d'un salon de thé, de rencontres, de travail avec les livres, bien sûr. Comment et pourquoi, surtout, vous est venue cette idée ? Parce que vous lui avez donné à cette librairie une orientation quand même ultramarine, afro-ultramarine, on va dire. Pourquoi, comment ? Alors, à la base, ça aurait juste dû être une librairie salon de thé. Alors, ça s'est transformé du coup en quelque chose d'un peu plus grand parce que j'avais la place de le faire. L'idée m'est venue parce que alors moi, ça fait 8 ans que je fais ce métier et ça fait donc 8 ans que je constate le manque quand même assez flagrant de propositions en termes de références en littérature afro, que ce soit la littérature d'outre-mer, la littérature africaine. Et j'ai eu une expérience extrêmement déplaisante en fait dans mon dernier emploi où je me suis retrouvée en fait accusée de pratiquer du communautarisme parce que j'avais essayé d'intégrer en fait une table de littérature africaine. On parle d'un magasin qui fait quand même 2000 m² et qui n'avait aucune proposition. Quand même. Vos racines vous rattrapent donc rapidement puisque vous orientez du coup ces nouveaux rayonnages autour de cette littérature africaine dont vous êtes originaire, Cameroun. Alors mon père est camerounais, ma mère est française, mais à la base c'est... J'ai pas voulu j'ai pas voulu ouvrir cette librairie parce que je suis afro moi-même. Je considère en fait que j'ai signé pour un métier qui rend la culture accessible à tous et à tout le monde. Et quand dans mon métier je constate effectivement que, il y a un déséquilibre en termes de diversité, j'ai considéré que il fallait faire quelque chose pour le rééquilibrer. Sur cette littérature afro et des Outre-mer également, on va en parler un petit peu de ces auteurs que vous mettez parfois en avant. Et vous avez fait ça en plein Boulogne-Billancourt. Oui, tout à fait. Comment c'est perçu ? Alors, vous avez ouvert depuis quelques mois, même pas une année, pardon. Comment c'est perçu ? On a été... alors moi, en plus, je me suis installée dans le quartier du Pont-de-Sèvres, qui est vraiment un quartier qui souffre quand même encore de son image un peu de cité, on va dire, qui craint, entre guillemets. Donc, je trouvais que ça avait du sens, en fait, de mettre un espace culturel dans ce quartier. De plus, c'est vrai qu'il y a eu un soutien quand même très, très important, auquel je ne m'attendais pas forcément, et qui a été vraiment précieux. Bon, on a été victime de vandalisme aussi, on a été saboté pendant le mois de juillet, et pourtant même là où ça a été quand même parce que votre présence sur cette thématique ne plaisait pas, c'était ça ? Je ne sais pas, je sais que c'est arrivé. Ou bien c'était des vols comme il peut y en avoir dans n'importe quel autre alors là, boutique. on parle quand même d'un vandalisme qui est quand même très précis, puisque quelqu'un en fait a saboté nos toilettes, donc a fabriqué une espèce de gros sac qu'il a envoyé dans les toilettes, donc c'est assez spécifique. Après, le motif, honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Ce que j'ai retenu, par contre, c'est le soutien énorme qui s'en est ensuivi, et ça m'a quand même démontré, quand je vois tous ces gens en fait qui se sont mobilisés, les médias aussi qui ont pris le temps de parler du projet. Ça m'a quand même réconforté. Je me suis dit bon, allez, on est quand même dans la bonne direction. On peut être un peu paranoïaque, mais on se dit que c'est peut-être pas un peu innocent ce genre de manifestation. Oui, exactement. Apparemment, tout n'est pas gagné finalement. Jamais. De toute façon, à partir du moment où on se lance dans une entreprise, rien n'est jamais gagné. Mais effectivement, quand elle a entre guillemets, une spécificité, oui, bien sûr, on peut se dire, on peut s'attendre à ce genre de choses. Après, même si effectivement ça a été compliqué, hein, le retour aussi, on accuse le coup aussi, mais on s'accroche. On s'accroche. Bon, oui. Alors on va écouter. Je vais vous proposer d'écouter justement le reportage qu'avait réalisé cet été Amy Faconnier, justement pour voir comment déjà réagit le public. Normalement, elle est martiniquaise, si je ne me suis pas... Cathy est venue acheter des livres, mais ce jour-là, les rayons ont été dévalisés. Par chance, l'ouvrage qu'elle recherchait n'est pas encore en rupture de stock. Elle en a profité pour fouiller dans les étagères. C'est super intéressant, même en termes de diversité, en termes d'ouverture d'esprit, voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de nous filer, quoi. Donc c'est cool. Depuis l'ouverture, les lecteurs défilent. Ils viennent dénicher des livres qu'on ne trouve pas ailleurs, car Roxane Yapp a tenu à faire la part belle à la littérature ultramarine, pas assez valorisée à son goût.
J'avais un confrère, un libraire une fois qui m'avait dit oui mais en fait on ne sait pas trop où les mettre, ils sont français mais en même temps, mais non en fait en même temps rien, enfin, ils sont français, on devrait avoir une proposition en littérature française qui soit aussi riche sur les outre-mer que sur la métropole et pourtant elle n'est pas là. Car littérature, c'est un peu plus qu'une librairie. Lorraine Safo, auteure de livres jeunesse, y voit un engagement politique. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, c'était différent des autres librairies ou de grandes enseignes qui nous mettent parfois Césaire dans la littérature étrangère, quoi. Une espèce d'imaginaire un peu grossier, on met tous les noirs dans la même étagère, ça n'aide pas en fait. J'ai découvert plein d'auteurs en fait ici. Et pourquoi justement on a cette espèce de sentiment de découverte ? C'est parce qu'en fait, déjà il y a une richesse qui n'est pas mise en avant. Et c'est militant de le montrer puisque cette richesse-là, elle est effacée. Et Roxane l'assure, elle continuera de valoriser cette littérature tant qu'il n'y aura pas plus de diversité dans les librairies grand public. Aimé Faconnier qui a réalisé ce reportage, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos clients réagir et argumenter de cette façon? Je suis très émue déjà parce que je ne l'avais pas écouté. C'est la raison pour laquelle je vous le diffusais ce matin. C'est vraiment très émouvant parce qu'on l'a accueilli, mais effectivement, j'avais pas entendu le reportage. Et non, c'est vraiment émouvant puisque de toute façon, ce sont vraiment les clients qui sont toujours, et ça, quel que soit le commerce, les clients sont toujours la meilleure réponse qu'on puisse avoir quand on dirige une entreprise. Alors, quelle est cette clientèle justement aujourd'hui à Boulogne-Billancourt autour de cette littérature ? Alors, elle est très diversifiée et c'est vraiment ce que je recherchais parce que, effectivement, alors c'est ce que j'ai pu entendre d'ailleurs dans votre confrère qui est passé précédemment. Il y a effectivement, dès qu'il y a une initiative en fait qui est faite pour valoriser la diversité, le spectre du communautarisme arrive quasiment systématiquement. Et je voulais vraiment démontrer que on peut très bien en fait avoir un espace culturel qui valorise, par exemple, donc là en l'occurrence la littérature afro, sans que pour autant ce soit sectaire, et on est face à des clients qui sont déjà de tout âge, qui sont de toute catégorie socio-professionnelle, qui sont de toute origine et qui viennent là pour des motifs tout aussi variés, et ça vraiment c'est pour venir dans une librairie comme une autre, car il n'y a pas que de la littérature afro, mais c'est vrai qu'en grande majorité c'est difficile, parce que vous avez cette expérience de près de 10 années d'expérience dans ce domaine. Difficile que cette littérature trouve sa place en général. Vous donniez un malheureux exemple d'une dernière entreprise dans laquelle vous étiez où mettre quelques bouquins afro, c'était devenu compliqué. D'une façon générale, c'est compliqué. Oui, d'ailleurs, je vais même citer une anecdote qui m'est arrivée très récemment. Donc, en librairie, on est amené en fait à recevoir les représentants des maisons d'édition qui se déplacent pour nous montrer les prochaines sorties. Et j'ai rencontré récemment une représentante qui n'avait donc jamais vu la librairie, que je ne connaissais pas. Et en fait, la première chose qu'elle a dit en arrivant, en fait, en voyant le rayon jeunesse, c'est enfin un libraire où je vais pouvoir proposer un des livres avec des enfants noirs dessus et où le libraire ne va pas faire la gueule. Clairement. Donc il y a quand même, et c'est un mal aussi qui ne touche pas que la littérature afro, qui touche aussi les petits éditeurs, par exemple. Les petits éditeurs et les auteurs auto-édités ont beaucoup plus de mal que les grosses structures à être visibles dans les librairies. Il y a quelque chose aussi qui est très révélateur, c'est, je ne sais pas si vous avez regardé, vous regardez de temps en temps la sélection des prix Goncourt. Je pense que ce n'est pas un hasard que ce prix soit quasiment systématiquement attribué à une grosse maison d'édition. Oui. Quel type de littérature alors trouve-t-on chez vous dans cette littérature afro et d'outre-mer? Ce sont des auteurs, on va dire, connus, ou alors ça vous donne l'occasion d'aller chercher un peu plus loin, de fouiller davantage aussi vraiment. Pour vous, du coup? Exactement, ça j'y tenais, je voulais vraiment que tout le monde, alors que déjà chaque client qui arrive se sent vraiment chez lui, se sent accueilli, est accueilli de la même manière et se sent vraiment comme à la maison. Et en ce qui concerne la proposition éditoriale, je voulais que chaque auteur, chaque éditeur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa provenance, soit tout autant visible qu'un gros, par exemple une plus grosse structure. Donc on retrouve des auteurs, effectivement des noms qu'on connaît bien, par exemple comme Maryse Condé, comme Gisèle Pineau, mais on retrouve aussi Gaëlle Octavia qui nous a fait un très très beau premier roman pour la rentrée littéraire, Imani Dalila Daniel qui est venu aussi avec Gaëlle pour notre salon de la littérature, donc c'est très varié. De quelle façon vous alimentez-vous parce que du coup ça devient même peut-être un peu nouveau, même pour vous, même malgré vos origines, mais du coup il faut aller un peu plus loin, aller chercher. Donc
comment vous travaillez avec des contacts en Outre-mer, en Afrique, dans la Caraïbe. Il y a une littérature haïtienne également qui est très riche, très abondante. Il faut démultiplier du coup les contacts. Oui, tout à fait. C'est même comme ça qu'on arrive. On ne peut prétendre avoir de la diversité dans sa structure qu'à partir du moment où justement les collaborations le sont également. Et donc déjà les clients par exemple ont une force de participation qui est énorme parce qu'ils peuvent venir en fait dans la librairie. Ils vous apportent des éléments. Exactement, dire par exemple on a Audre Lorde qui est une afroféministe qui est assez reconnue. Moi quand j'ai ouvert, j'avais pas pensé à mettre des livres d'Audre Lorde. C'est une de mes clientes qui m'a dit ça serait sympa, vous devriez commander quelques trucs. Voilà, c'est vraiment participatif. Vous avez beaucoup de sollicitations spontanées, donc vraiment des éditeurs, je pense notamment à RD Éditions. Donc vous avez Didier qui dirige cette maison-là de la Guadeloupe, qui fait un travail énorme sur la jeunesse et qui viennent en fait spontanément en disant voilà ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresse. Voilà, et les auteurs aussi, pareil. Et j'imagine qu'à vous aussi personnellement, ça vous a ouvert des horizons. Oui, tout à fait. Vraiment, déjà, ça m'a montré, depuis que j'ai ouvert, en fait, je ne me suis jamais autant sentie moins seule. C'est-à-dire que, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, mais dans les grosses, si vous regardez vraiment les grosses librairies, les grosses surfaces culturelles, des libraires noirs, par exemple, vous n'en voyez pas. Vous voyez des noirs, à la FNAC, par exemple, vous en voyez en caisse, je les vois aussi. Multimédia, mais des noirs libraires, vous en voyez peu quand même, de même manière que vous en voyez peu dans les comités de direction, dans les salles de rédaction de magazines. Et ça influe quand même sur cette problématique-là de diversité. Et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert, je me retrouve forcément au contact de personnes qui avaient aussi ce même besoin ou tout comme vous, qui travaillent dans des médias qui sont concernés. Et du coup, effectivement, c'est une richesse et professionnelle et humaine qui est énorme. Et c'est toujours dans l'exemplarité également que ça apporte un certain nombre d'éléments. J'ai vu tout à l'heure un reportage sur une opération qui se déroule dans un collège et qui est en train de se multiplier, qui s'appelle « Silence, on lit ». Pour en revenir à ce milieu aujourd'hui de la lecture, comment alors pour terminer, pendant 20 minutes, le collège s'arrête de fonctionner et chacun sort un bouquin, mais que ce soit le personnel éducatif, administratif, mais aussi donc les élèves, une façon d'amener les gens. Comment se porte le milieu aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment, malgré l'arrivée du numérique, qu'on en soit encore à chercher à ce type, ce moyen, en tout cas de communication de la littérature? Ça reste encore quelque chose d'intéressant et d'important? Oui, heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué pour vous. Plus de métier. Donc oui, heureusement. Après, c'est vrai que... Alors la jeunesse, pour répondre à votre question, spécifiquement, la jeunesse se porte extrêmement bien parce que déjà, il y a un truc très bête, c'est quand vous voyez les blockbusters, par exemple, comme Hunger Games, Harry Potter, vous avez quand même des films en fait, qui ont explosé au cinéma et qui, du coup, ont donné, par exemple, je pense à la tranche des ados, par exemple, vraiment l'envie de retourner à la lecture. Ensuite, quand on travaille, par exemple, dans ma partie, c'est-à-dire quand vraiment vous êtes au cœur de ça, de cette proposition, de cette diversité, en fait, de ce besoin d'amener de la diversité, là, vous découvrez une clientèle qui est énorme parce qu'elle n'est pas satisfaite, en fait. En 2015, vous avez une statistique très révélatrice qui est sortie, qui expliquait que 98% des héros des albums pour enfants sont blancs, ce qui signifie que, entre guillemets, la diversité se partage les 2% restants. Du coup, vous avez, alors rien qu'en France, vous avez des parents d'enfants noirs, des parents d'enfants métis, des parents d'enfants maghrébins, qui ne trouvent pas en fait de propositions pour leurs enfants et pour construire son imaginaire, c'est important que les enfants puissent se voir. La littérature, c'est pareil. Tant que, de toute façon, je pense que le marché du livre, entre guillemets, continuera de bien se porter tant qu'il y aura des enfants, puisque ce sont vraiment le public qu'il faut amener à la lecture, et tant qu'on n'aura pas déjà rééquilibré les choses en matière de référence. À ce propos, on a vu arriver un certain nombre de bandes dessinées, alors ou traduites
en créole, Oui, des Astérix, des Lucky Luke traduits en créole antillais ou d'autres, ou des bandes dessinées également, avec des personnages également. Tout à fait. C'est des choses que l'on retrouve aussi chez vous? Oui, exactement. Vous avez notamment Djibouti Billon qui fait un travail, qui est un auteur avec qui j'apprécie beaucoup travailler. Donc Djibouti en fait fait des BD qui vulgarisent en fait l'histoire de la civilisation africaine à destination de la jeunesse. Il faut savoir que ce genre de BD, et d'ailleurs on a évoqué Laura Nsafou, il faut savoir que par exemple Laura, son ouvrage jeunesse, vous avez quand même des refus, des refus ouverts de certaines bibliothèques, de certains collèges qui considèrent en fait que ce genre de contenu est trop militant. Alors la question qu'il faut se poser, c'est ce n'est donc, c'est pas que c'est trop militant, c'est que c'est violent en fait, c'est ça, et ça induit des problématiques qui sont un petit peu sensibles. Donc la question moi je pose, c'est que il n'est pas sensible par exemple de soumettre des manuels scolaires par exemple aux élèves d'outre-mer qui mettent en scène l'esclavage, la colonisation, les bienfaits de la colonisation comme moi j'ai pu l'apprendre quand j'étais jeune, mais des ouvrages qui les valorisent et qui leur expliquent que non, vous inquiétez pas, vous ne pas arriver avec des chaînes aux pieds avant ça. Et puis vous avez des savants qui vous ressemblent, vous avez des avocats qui vous ressemblent, vous avez une histoire qui vous ressemble et qui est belle. Non, là par contre, c'est trop militant. Donc je pense que oui, au contraire, il faut continuer d'apporter ce genre d'ouvrage. Ce nouvel espace, il est à Boulogne-Billancourt. Il a ouvert il y a moins d'un an et on y lit, on y travaille également. Il y a un espace coworking, c'est ça? Oui, exactement. Et également salon de thé, quoi. C'est vraiment très cosy, très sympa. C'était le but. Qu'est-ce que vous a apporté la lecture dans votre vie d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, déjà, ça m'a apporté quelque chose qui a l'air très bête, mais c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que, du coup, ma mère est enseignante de français, donc on a eu l'habitude d'avoir des classiques sans arrêt à la maison. Et c'est vrai que le fait de lire, moi, j'adore ça, donc forcément, j'étais toujours plus en demande. Et donc, ça m'a permis de développer mon imaginaire, de développer mon vocabulaire. Mais il y a aussi quelque chose de très, très bête, c'est que je pense que plus on lit, et du coup, plus on sait manier les mots, et plus on sera apte à se défendre quand on sera confronté, par exemple, aux préjugés, à la discrimination, au client qui va venir et qui va voir, je sais pas, une noire, par exemple, avec un balai dans une chaussure et qui va en déduire. Je sais que vous n'êtes que la femme de ménage, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer un vrai libraire, s'il vous plaît? Ça, c'est une expérience vécue. Ah oui, quand même. Quand vous savez manier les mots, voilà, donc plus on lit, plus on sait manier les mots, mieux c'est. Plus on y arrive. Et votre auteur préféré, c'est lequel? Oula. Juste un comme ça, alors, au passage. En dernier coup de cœur, j'ai lu le livre d'Isabelle Bonny-Claverie, que j'ai reçu aussi au Salon de la littérature et qui est formidable. Donc voilà, je le recommande chaudement. Merci beaucoup, Roxane Yapp. Bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venue ici.